Bienvenue à Mediapart. Aujourd'hui, nous allons parler Pologne dans un débat avec Jérôme Heurtaud. Jérôme, vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris-Dauphine et je vous ai invité aujourd'hui car vous venez de publier un livre sur la Pologne précisément, La démocratie par le droit, Pologne 1989-2016. C'est un ouvrage qui résulte de votre thèse, mais aussi de plusieurs années de travail, et qui relate comment le paysage politique polonais s'est petit à petit structuré depuis la chute du communisme. C'est donc au final une histoire de 25 ans de transition politique. Alors avant de revenir au contenu de votre ouvrage, je vous propose de nous plonger direct dans l'actualité polonaise et de regarder ensemble quelques images qui ont été tournées en juillet dernier à Varsovie. On regarde et on se retrouve juste après. Sąd Najwyższy jest tą instytucją, która stwierdza ważność wyborów, natomiast obawiam się, że upartyjnienie Sądu Najwyższego doprowadzi do tego, że już nigdy w Polsce nie będzie demokratycznych wyborów. W samorządach, w Parlamencie Europejskim, w partykularnych planach, to my myślimy o tym, jaka Polska będzie. Tak zaczynały się dyktatury, krok po kroku. Przypomnijmy, jak to było. Na początku przyjęli media, potem trybunał, teraz sądy. Nie możemy na to pozwolić, bo będą dalej tak włazić. Musimy pokazać moc. Voilà, donc on a vu quelques images qui ont été tournées à Varsovie et qui racontent une mobilisation parmi d'autres, très nombreuses, depuis 2 ans, contre le PiS, le parti Droit et Justice, actuellement au pouvoir à Varsovie. Alors on dit que ces manifestations, cette série de manifestations ont été finalement les plus importantes depuis celles qui ont eu lieu dans les années 80 pour faire tomber le communisme. Est-ce que vous confirmez cette importance de la mobilisation de la société polonaise aujourd'hui et qu'est-ce que vous inspirent ces images qu'on vient de voir ? Écoutez, vous m'inspirez énormément de choses, elles sont très très intéressantes. On voit des tribuns de l'opposition, mais d'une opposition qui est quand même aujourd'hui relativement faible, relativement fragile, qui n'apparaît pas comme une alternative pour une grande partie de la population polonaise. On voit des manifestants, des mouvements féministes qui sont mobilisés contre le gouvernement. Alors évidemment, ces mobilisations font plaisir d'une certaine manière à tous ceux qui sont hostiles au PiS, mais si on les prend pour ce qu'elles sont, elles rassemblent alors une partie de la société polonaise, bien évidemment, mais pas toute. Il ne faut pas oublier que le PiS est populaire auprès d'une large fraction de la population polonaise. On y viendra peut-être tout à l'heure. Et puis par ailleurs, le PiS aussi s'est mobilisé. Je ne dirais pas comme ça que c'est les plus grandes manifestations depuis 1989. Je ne pense pas que c'est le même enjeu non plus. On y reviendra certainement. Il ne s'agit pas là de s'opposer à un système politique communiste qui aurait une dimension économique, une dimension politique, autoritaire. C'est plus complexe, même si il y a effectivement des inquiétudes à voir vis-à-vis des réformes et puis des décisions qui ont été prises depuis 2 ans. Mais je ne ferai pas cette analogie de manière aussi brutale. Voilà, je pense que c'est un tout petit peu plus complexe que cela. D'accord. Alors pour revenir au contenu de votre ouvrage, donc c'est un livre qui étudie dans les détails l'évolution du cadre juridique de la politique polonaise depuis 1989. Donc au fond, ça porte sur une transition, sur la question de la transition d'un pays après 45 ans de communisme. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que la Pologne a achevé cette transition ? Alors dans le cas polonais, écoutez, il y a eu 25 ans, là, depuis 1989, 25 ans de processus politique dont on peut penser que jusqu'au milieu des années 2000, on avait là un processus de structuration, c'est-à-dire d'imposition de règles et de routines. Mais en même temps, tout au long de cette période, il y avait des acteurs qui contestaient ce processus-là. Et ceux qui ont fait le PiS au début des années 2000, au fond, sont à la fois issus des gagnants de la transition politique qui ont fait les règles,
mais qui ont cherché à exploiter la critique de ces règles à leur profit. Justement, c'est aussi ce qui est en jeu finalement un petit peu aujourd'hui. C'est finalement une critique de ces règles et qui ont petit à petit été instaurées au cours des années 90. C'est-à-dire qu'une critique, vous voulez dire de la part du gouvernement? Oui, de la part du gouvernement qui effectivement remet en cause certains fonctionnements. Alors on l'a vu avec la réforme du tribunal constitutionnel, début 2016. On l'a vu avec les dernières réformes ou tentatives de réforme de la justice. Donc on voit que là, petit à petit, ce gouvernement tente de remettre en cause ces règles que justement vous décrivez, enfin ce processus des années 90. Alors tout à fait, mais pas toutes. Je m'explique. Le gouvernement, effectivement, exploite politiquement une critique relativement populaire de la transition, des gagnants de la transition, de la collusion entre les anciens réformateurs du Parti communiste et les anciens de l'opposition démocratique, ce qu'on appelle en polonais l'układ, c'est-à-dire cette jonction, cette collusion d'intérêts en fait entre deux partis de l'élite qui auraient pacté contre le peuple pour se partager le pouvoir pendant les années 90 et continuer aussi des pratiques de corruption, etc. Bon, ça c'est le discours évidemment. Et ce discours-là est exploité politiquement par j'allais dire les Kaczynski, enfin, le Kaczynski et l'ensemble des leaders de ce parti. Donc Kaczynski, juste je précise pour ceux qui nous suivent, Kaczynski est l'actuel président du parti, le Parti Droit et Justice. Il ne fait pas partie du gouvernement, mais on sait très bien que dans l'ombre, il dirige une grande partie de la politique polonaise aujourd'hui. Absolument. Et donc cette équipe au pouvoir critique une partie de tout ce qui a été fait depuis 89 jusqu'au début des années 2000, disons, toute cette forme de structuration politique. Quand ils ont créé le PiS, on a rajouté aussi sur la critique des élites, la critique aussi même des partis politiques. Et ce n'est pas le seul. Plateforme civique, Plateforme Obywatelska, a fait finalement à peu près la même stratégie au début des années 2000 quand ça a été constitué. Bien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces formations politiques, et notamment le PiS, ne sont pas des ovnis, ce sont en fait des organisations qui sont créées par des membres du personnel politique, mais qui, pour se distinguer, critiquent le personnel politique et lui-même d'une certaine manière. Donc on est dans une forme de critique des institutions ou des règles du jeu politique pour mieux les exploiter à ses propres fins. Et en fait, on a là un cas assez classique de différence, de distance entre ce que Bailey, qui est un anthropologue britannique, avait appelé règles pragmatiques et règles normatives. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes obligé de critiquer, lorsque vous voulez faire de la politique, les partis politiques, parce que les partis politiques, c'est pas bien, c'est méchant, c'est élitaire, c'est élitiste, c'est tout ce que vous voulez, c'est pour des intérêts privés, ça divise la société. Mais en fait, pour faire de la politique, vous êtes obligé d'en faire quand même des partis politiques. Donc j'essaie de montrer ça dans ce livre, cette espèce de paradoxe permanent. Ce qui veut dire aussi que le PiS est à la fois le produit de son temps, c'est-à-dire que c'est effectivement quelque chose qui apparaît comme ça un petit peu nouveau dans le paysage politique polonais, et en même temps, ça s'inscrit en fait d'une certaine manière, dans la trajectoire de la transition elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, ils font du neuf avec du vieux en permanence. Voilà, c'est ça que je veux. Tout à fait. Alors là, effectivement, ça ouvre de nouvelles questions. Peut-être une première sur le rapport du PiS avec Lech Walesa, qui est considéré quand même comme le père de la chute du communisme. Les Kaczynski, donc à l'époque, les deux frères, ont travaillé aux côtés de Lech Walesa, ont été des proches de Lech Walesa. Ils ont contribué eux aussi à la chute du communisme. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui se haïssent complètement. Comment on peut expliquer, comment vous expliquez en fait cette distance qu'il y a aujourd'hui entre ce parti au pouvoir, le PiS, et une autre partie de l'élite polonaise qui a travaillé à la chute du communisme à la fin des années 80. C'est vrai que les deux jumeaux là, étaient plus que proches. Hein. L'un a dirigé la chancellerie présidentielle à l'époque où Walesa était président. L'autre a théorisé, c'était en 90, la théorie de l'accélération. L'idée était d'organiser le plus rapidement possible une élection présidentielle au profit de Lech Walesa, parce que les élections n'étaient pas prévues à ce moment-là. Jaruzelski avait été élu par le Parlement, par la Sejm contre l'Aktové, par la diète disons, la diète de 89. Et donc ils étaient très proches. Et puis il y a eu ensuite un basculement où les Kaczynski ont au fond cherché à
constituer une offre politique conservatrice dans le paysage politique polonais, et assez immédiatement, assez rapidement, contre l'autre partie, disons, du personnel politique de l'opposition démocratique, qui considérait comme trop libéraux, trop roses, trop ouverts, notamment à l'Europe, etc. Et donc les Kaczynski ont, dès le début des années 90, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces choses-là ne sont pas totalement inventées au début des années 2000, mais à l'époque c'était moins audible. On cherchait à exploiter une critique de la table ronde, de cette manière dont en 89, les réformateurs du communisme, donc en fait l'élite, disons, modérée du communisme, et les modérés de l'opposition se sont entendus sur un certain nombre de changements. Sur une transition pacifique. Voilà, exactement. Et alors ce discours-là, de critique de 89, de critique des Układ, de critique en fait aussi du libéralisme culturel et politique, sont vraiment des éléments de socle du discours du PiS, et qui a trouvé en fait un électorat au début des années 2000, et puis plus récemment pourquoi? Parce que, enfin, en partie parce que, bien sûr, mais Plateforme Civique était au pouvoir, qui restait très très longtemps au pouvoir, 7 ou 8 ans, s'est épuisé au pouvoir. Il faut voir aussi une chose, c'est que depuis 89, les équipes gouvernementales s'épuisent très rapidement au pouvoir. Donc il y a une sorte de démonétisation assez rapide, si bien que les équipes au pouvoir sont obligées, peut-être quand elles y sont, pour essayer de se maintenir, peut-être d'en rajouter un petit peu aussi dans l'offre politique, etc. Mais il y a une dimension qu'il ne faut jamais oublier aussi dans le succès du PiS, je pense que beaucoup de médias l'oublient, c'est le discours social. C'est le discours social. Le PiS ne s'adresse pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, uniquement aux frustrés de la transition, à tous ceux qui ont perdu, qui vivent dans des territoires relégués. On disait à une époque qu'il y avait une Pologne A, une Pologne B, donc il y a l'Ouest économiquement en bonne santé, ouvert à l'Europe, et puis l'Est et la campagne, et les zones rurales dans le Sud, territoire de l'Église. Bon, il y a ça en partie, mais son électorat est interclassiste. Et puis là, quand on regarde la politique menée depuis 2 ans, ils ont sur la question fiscale, par exemple, sur la question du salaire minimum, sur la question des allocations familiales ou de la santé, pris des mesures relativement populaires, en fait, relativement populaires, sans gréver ni la croissance, ni la course des déficits. Donc on a cette... Il occupe finalement le terrain que l'opposition, actuellement l'opposition de droite libérale, Plateforme Civique, n'a pas occupé. C'est-à-dire, pendant ses 8 ans au pouvoir, Plateforme Civique, justement, a mené une politique libérale, et alors que l'économie polonaise se portait bien, n'a pas cherché à mener les réformes, justement, à destination des plus démunis ou des gens qui avaient été, justement, délaissés. Et comme vous savez, la gauche polonaise, j'allais dire les gauches polonaises, sont en déshérence, sont... illisible, invisible, depuis des années. Depuis au moins 2001. Enfin, depuis 2005, depuis l'effondrement de la gauche post-communiste, à la suite de scandales de corruption qui ont touché le gouvernement de l'échec Miller. Et depuis, cette gauche-là, elle est soit une gauche militante extrêmement resserrée sur quelques noyaux militants, féministes, anticapitalistes, etc., soit une gauche intellectuelle. Alors, en articulation, vous savez, il y a cette sorte de think tank de gauche qui s'appelle Kritika Polityczna, etc. Mais il ne se présente pas aux élections, donc ce n'est pas une gauche électorale. Et la gauche post-communiste, écoutez, est devenue la caricature d'elle-même et n'a quand même très peu de crédibilité. Donc là, on est dans un paysage droite-droite, une sorte de bipartisme, alors très imparfait, parce qu'à chaque élection, vous avez une nouvelle organisation qui émerge, qui en général ne reste pas trop longtemps, et qui permet là de... Depuis plus de 10 ans maintenant, à ces 2 organisations que sont PiS et PO de se maintenir et d'alterner au pouvoir. Ce qui est quelque chose d'assez récent en Pologne. Oui, alors justement, je veux revenir sur ce bipartisme et cette alternance entre ces 2 partis, parce qu'ils s'opposent énormément dans le discours, et ce que vous racontez dans votre ouvrage, c'est qu'au final, ils ne divergent pas tant que ça. Alors, je reviens sur un petit extrait de votre livre. Je vous cite. L'ascension, durant les années 2000, de Droit et Justice, mais aussi celle concomitante de son adversaire Plateforme Civique, qui a fondé sa stratégie sur une dénonciation de la partitocratie, illustre
illustre pour nous le nœud gordien du post-communisme, et c'est surtout pour cela qu'il nous intéresse. Il peut être décrit sous la forme d'un paradoxe central. La critique des élites et de leurs vecteurs privilégiés d'accession au pouvoir que sont les partis politiques est devenue une condition nécessaire à toute entreprise politique qui aspire à son tour aux responsabilités, mais celle-ci ne peut arriver à ses fins qu'en faisant ce qu'elle dénonce chez les autres, constituer une organisation partisane, matrice de toute ambition politique, et réunir les ressources nécessaires pour cela. Alors, PO et PiS sont donc finalement des partis qui convergent plus qu'ils ne divergent en apparence, d'après vous? Bon, vous savez que sur ces comparaisons, il faut toujours être très, très prudent parce qu'on peut se voir reprocher d'être favorable à l'un ou à l'autre, ce qui n'est évidemment pas le cas, ni à l'un ni à l'autre. Mais effectivement, il y a des matrices communes, me semble-t-il, dans les stratégies initiales de ces organisations, dont les leaders ont bien compris quelles étaient les règles et comment s'en servir. Et l'un des indices de ça, c'est que les leaders de PiS comme de PO, dans le livre, j'essaie de montrer justement quelles sont leurs trajectoires et puis aussi quels sont les premiers élus de ces deux organisations. Ce sont des membres du personnel politique des années 90. Alors depuis, ils ont agrégé de nouvelles personnes. Après 2005, il y a eu un renouvellement du personnel politique relativement important. C'est la première fois qu'il est aussi important depuis longtemps. Mais ce sont des gens qui sont issus du sérail. Et comment faire pour apparaître comme vierge politiquement, sinon dénoncer... Critiquer le camp d'en face. Critiquer le camp d'en face en faisant comme si on n'en faisait pas partie. Enfin, les Kaczynski étaient autour de la table ronde en 89. Et pourtant, ils n'ont cessé de critiquer la table ronde. Platforma Obywatelska, au début, c'est 3 entrepreneurs politiques, dont un avait été candidat à l'élection présidentielle, 2 autres, l'un était président du Parlement, avaient fait de la politique tout au long des années 90, dans un contexte où la droite avait beaucoup de mal à se rassembler. Donc l'enjeu, c'était aussi d'offrir, de constituer une offre politique de droite, une organisation relativement solide pour aller à la bataille des élections, dans un contexte où c'est le parti post-communiste qui était le plus stable des années 90. Donc il y avait des enjeux importants. Donc ces leaders se réunissent et fondent leur critique de la politique menée jusque-là sur donc, ces partis politiques qui accaparent tous les postes, qui divisent la société. Ils essaient de réanimer l'esprit de solidarité en parlant de plateformes civiques, les comités civiques du début des années 90, et en disant, voilà, nous, on ne va pas faire un parti politique, on va faire autre chose. Et dans un premier temps, ils font autre chose. Sauf que pour faire de la politique en Pologne, il faut, et pour avoir un financement politique, c'est un financement public en Pologne, c'est réservé aux partis politiques. En fait, on n'a pas trop le choix que de vous constituer, d'un point de vue statutaire, organisationnel, en parti politique. C'est pour ça que je propose le concept, excusez-moi du nom, la notion plutôt d'offre organisationnelle, parce qu'en fait c'est un enjeu politique très, très important, mais qui est généralement mis de côté lorsqu'on regarde un peu de loin ces débats politiques. Donc effectivement, PO et PiS sont divergents sur le plan économique, c'est très très clair, relativement aussi, même plus que relativement sur le plan des mœurs, etc., même si ça reste grosso modo 2 partis conservateurs sur plein de questions, que ce soit l'avortement, etc. Ils sont très 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 opposés ou très différents sur la question européenne, ça c'est évident. Et puis sur, disons, l'esprit de modernité, si vous voulez. Donc là, il y a une véritable divergence. L'ambiance sonore dans les meetings du PiS et les meetings de PO n'est pas la même. Bon, voilà, il y a vraiment des clivages évidents. Mais sur les stratégies initiales, la manière en fait d'embrasser les règles du jeu et puis de les exploiter au profit d'une marque politique, oui, il y a quelque chose qui ressort. Mais je sais que ça ne fait pas plaisir de l'entendre et on va encore me critiquer peut-être de dire cela. Mais... Alors pour terminer, j'aimerais qu'on déplace un petit peu la focale et qu'on regarde un petit peu du côté des électeurs. Et alors ce qui est frappant, et vous le soulignez évidemment dans votre ouvrage, c'est la baisse de mobilisation politique, en fin de compte, depuis 90. À chaque élection, il y a de moins en moins de votants. Comment vous expliquez en fait ce désintérêt pour la chose politique en Pologne? Alors, première chose, c'est pas progressif. Il y a 89 élections législatives où il y a là vraiment beaucoup de mobilisation, et juste après, ça baisse.
Et après, ça se maintient, hein, un peu moins de 50%, et en 2014, un petit peu au-dessus. Donc il peut y avoir comme ça des reprises. Bon. Vous savez, c'est une question qu'on ne doit pas poser qu'aux Polonais. Bien sûr. Il est vrai que moi, en tant que sociologue du politique, j'ai plutôt le réflexe inverse qui consiste à dire mais comment se fait-il qu'il y ait autant de gens qui votent et qui votent encore, sachant qu'on le sait, voter pour l'individu ne change pas grand-chose au résultat, et puis deux, compte tenu justement de ce fossé qui est apparent entre les représentants et les représentés. Comment se dit qu'il y a encore autant de gens qui votent? Donc on peut aussi inverser la question. Donc en tout cas, effectivement, il y a une abstention importante en Pologne, mais qui ne touche pas l'ensemble de la population, évidemment, de manière indifférenciée. On retrouve, en Pologne comme ailleurs d'ailleurs, le même type d'abstentionnistes hors jeu, vous savez, qui en fait ne votent pas, mais également ne prennent pas part à d'autres formes de mobilisation politique, et puis également sont dans une critique des élites de manière indifférenciée. Et puis il y a une abstention plus intermittente, comme on la retrouve ici en France. Les gens qui peuvent voter une fois, ne pas voter une autre fois. Donc le problème, c'est qu'en Pologne, il y a beaucoup moins de sociologie électorale qu'en France, et que du coup, on n'a pas une vision suffisamment documentée de qui sont les abstentionnistes, quels sont les types d'abstention, quel est le type d'intermittence aussi de participation, etc. Ce qui est certain, ce qui semble en tout cas relativement apparent dans le cas polonais actuellement, c'est que le parti PiS est un parti qu'on peut comme ça qualifier de parti idéologique, dans le sens où ce n'est pas qu'un parti de gestion. C'est un parti qui propose des grandes réformes, qui propose une critique radicale du passé, qui propose une rupture, etc. Et donc, c'est relativement mobilisateur. Alors, voilà. Malgré effectivement toutes les manifestations d'opposition qu'on a pu observer. Qui sont elles-mêmes mobilisateurs et mobilisatrices, pardon, et susceptibles aussi de faire venir les gens au vote. C'est-à-dire que là, on a en fait, au fond, sans caricaturer, eu des gros épisodes mobilisateurs, donc en quelque sorte de réenchantement du politique. Et là, effectivement, depuis un an, depuis les dernières élections, il y a des mobilisations régulières, qu'elles soient des femmes, qu'elles soient de CODE, le mouvement pour la démocratie, qui rappelle un petit peu, parce que c'est le même répertoire d'action presque, les mobilisations anticommunistes, et puis aussi de ces gens qui viennent manifester là, de manière un petit peu moins organisée dans les manifestations. Donc on ne peut pas dire contrairement à ce que d'autres disent, qu'on est dans une démocratie fatiguée, que l'on est finalement une fin de la consolidation et que désormais on ouvre une période... Oui, on ouvre une période de turbulence, ça c'est évident, mais je ne conclurai pas pour autant que... Et là, j'ai la Tunisie en tête aussi, qui me sert un petit peu de... on n'est pas dans un retour à l'autoritarisme, parce que là, on n'est pas dans le même contexte, ce n'est pas du tout les mêmes formes. Et puis, il y a une force mobilisée, certainement plus grande encore que ce que donne à voir aujourd'hui, capable et susceptible, en tout cas, de s'opposer à ce que fait aujourd'hui le pouvoir. Très intéressant. Et là, on voit aussi que la Pologne se distingue de la Hongrie, où on n'a pas justement cette forme que vous appelez de réenchantement du politique. Et là, je crois qu'on est vraiment dans une particularité très polonaise. Merci Jérôme Heurtaut pour tous ces éclairages. Et à bientôt sur Mediapart.